Conférence de presse internationale tenue ce vendredi 19 décembre 2014 à Bruxelles par M. Bruno Mavungo et Félix Tshisekedi, respectivement secrétaire général de l'UDPS et secrétaire général chargé des affaires extérieures du même parti. Plusieurs questions d'actualité ont été posées aux deux hôtes qui, au micro de EDTV, ont apporté la lumière sur différentes situations qui étaient jusque-là obscures au sein de l'UDPS et dans la classe politique congolaise de manière générale. Dans le même élément, M. Michinini de Congo Lobbying et membre influent de l'UDPS, organisateur de la dite conférence de presse, a donné des précisions quant aux motivations de cette initiative et a également éclairé le public sur le fonctionnement actuel de l'UDPS en Belgique. Suivez ces personnalités au micro de EDTV. Par les armes, parce qu'on a utilisé les armes. Mais qu'un jour on vous dit, vous passez par cette voie pour récupérer. Vous dites, vous faites quoi? Autrement, nous disons, nous ne faisons pas attention à ce qui a été demandé. Et puis demain, ce sont les mêmes gens qui vont nous dire, mais nous avons tracé la voie et vous ne l'avez pas suivi. Donc, pour nous, nous suivons la voie de la communauté internationale qui nous demande un dialogue. Et à l'issue de ce dialogue, nous récupérons le pouvoir. La question d'argent, écoutez, parce que je dois vous dire que tout a commencé, du moins, le problème, c'est le problème d'argent. $300,000 étaient confiés entre les mains de M. Chabani. Il n'a jamais nié ça. Et je crois que le problème, il n'a jamais expliqué comment il a utilisé cet argent. Parce que c'est la question qui lui a été posée, à laquelle il n'a jamais répondu. Moi-même, j'en ai parlé. Moi-même, j'en ai parlé pour dire qu'il nous faut retourner cet argent. Et il a pensé que pour me punir, il devrait me porter plainte. Il l'a fait. Nous sommes allés au tribunal. Bon, jusque-là, nous sommes allés, je crois, 4 à 5 fois devant le juge. Et nous avons été dans un tribunal de paix et que nous avons, mon avocat ou mes avocats avaient réquisé le juge. Nous sommes allés en grande instance et on nous a retournés au tribunal de paix. Voilà là où nous en sommes. Dans les semaines qui viennent, la CPI doit rendre son verdict à propos de Bemba. Si jamais il était libéré, est-ce que pour l'UDPS, ça change la situation politique? L'UDPS existe avant Bemba. Quand je dis avant Bemba, je parle de Bemba en tant que MLC, président d'un parti politique. Donc l'UDPS était déjà là. Et je crois que lui, en ce moment-là, était du côté de Mobutu quand l'UDPS avait occupé tous les terrains congolais. Il est allé, après Mobutu est parti, lui il est allé en guerre. Ce n'est pas pour autant qu'il avait renversé les rapports de force. Même quand il deviendra vice-président, l'UDPS était toujours au sommet. Si vous me demandez si je suis content qu'il sorte, je vous dirai oui, qu'il revienne, mais l'UDPS restera toujours le leader de partis politiques dans notre pays, même avec Bemba ou n'importe qui. Voilà. Étant de EDTV, moi je reviens sur la question en rapport avec le dialogue.
On a suivi le message de mobilisation que vous faites au niveau des populations, c'est effectivement vous les sensibilisez par rapport au dialogue. Vu les exigences que vous avez par rapport à ce dialogue, ça veut dire qu'à l'issue de ces dialogues, vous souhaitez que l'impérium revienne au président de l'UDPS. Donc il y a quand même risque que ce dialogue n'aboutisse pas à ce résultat-là. Mais quel est le mot d'ordre que vous allez donner aux populations dans le cas où le dialogue n'aboutit pas à vos aspirations? Merci. Mais je crois que nous avons dit ici, et quand vous demandez à tous les leaders politiques congolais, c'est comme aussi la communauté internationale veulent les élections apaisées pour l'avenir, pour 2016. Alors, qu'on nous dise, nous disons, pour obtenir des élections apaisées en 2016, je crois que la voie qui était préconisée est la meilleure, c'est-à-dire la voie du dialogue. Parce que dans ces dialogues, nous allons nous entendre sur ce qui est présenté aujourd'hui comme problème, la crise de légitimité, mais aussi nous allons discuter de la CENI, parce qu'on ne peut pas imposer aux gens un président de la CENI qui serait déjà un membre d'un parti politique. Donc c'est de toutes ces questions-là qu'on va discuter. On va discuter aussi, on veut obtenir de manière consensuelle tout le reste, la feuille de route pour le reste. Alors, comme disent, comment ceux qui, en même temps, veulent obtenir des élections apaisées en 2016, c'est par quelle autre voie ils peuvent obtenir ces élections apaisées? Je ne vois pas. Je crois que tout au long de la lecture que j'ai faite, j'ai dit, nous n'allons pas permettre non plus que les gens puissent ne pas respecter la Constitution. Donc, nous allons, je ne suis pas ici pour vous dire ce que nous allons demander au peuple de faire, mais j'ai dit ici, nous allons faire usage à l'article 64 de notre Constitution. Mais je ne suis pas ici pour vous dire, voilà, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Nous aurons bien voulu éviter tout ce qui devrait amener le pays au recul, parce que nous sommes les derniers. Donc, on nous a volé la victoire, mais nous disons, on s'inscrit dans le schéma du dialogue. Je crois que c'est un gros effort que l'UDPS a fait. Oui, bonjour, Gérard Godin de Belia. Je pense que vous avez été en quelque sorte convoqué par le président national ici à Bruxelles. Quelle a été un peu la teneur des entretiens que vous avez eus? Vous a-t-il passé des consignes voilà. Je vous ai dit que je venais d'arriver le jeudi 10 décembre. Je viens de réaliser avec lui 3 rencontres. La première rencontre le jeudi, c'était certainement pour lui présenter mes civilités. Et ça s'est passé dans des conditions les meilleures possibles. J'étais très content de le revoir. Et j'ai lu sur son visage que lui aussi était très content de moi. Alors, la deuxième rencontre avait duré près de 2 heures du temps. Là, c'était une séance de travail. Je devrais lui faire un rapport. Comment les choses marchent au pays et comment le parti marche. Donc, c'est moi qui lui ai fait un rapport. La troisième rencontre, évidemment, c'était pour célébrer son 82e anniversaire. Voilà un peu. Donc, j'attends. Je crois que demain, nous devons encore nous rencontrer.
Mais voilà ce qui a déjà été fait jusque-là. Aux questions des autres groupes éventuellement. Non, mais je crois que la conférence de presse devait être animée par le secrétaire général qui a lu le texte et nous le mettons à votre disposition pour d'éventuelles questions. Je n'ai rien à dire à ajouter en plus de ce qu'il a déjà dit, sauf s'il y a des questions éventuellement. Secrétaire général, j'avais deux petites préoccupations. La première, si j'ai bien compris le fonctionnement de notre parti Union pour la démocratie et le progrès social, on n'a pas encore levé l'option pour 2016. Alors moi je suis quand même inquiet, parce que si le congrès aura lieu en décembre ou novembre 2015, donc si le congrès décide d'aller aux élections, donc nous n'aurons que quelques mois pour nous préparer à affronter les échéances de 2016. Vous ne trouvez pas qu'il y a moyen, s'il y a moyen de faire le congrès au début de l'année ou peut-être mars, ça serait mieux pour qu'on puisse avoir le temps de nous préparer, au lieu d'avoir le congrès en décembre 2015. La deuxième préoccupation, ça concerne notre ami Eugène Diomindongala. Je vois qu'il y a des représentants ici. L'opinion, ou bien les combattants, ou bien les Congolais ici, nous sommes très préoccupés parce qu'on ne voit pas, on ne sent pas le soutien de l'UDPS par rapport à notre camarade Eugène Diomindongala. Je ne sais même pas vous-même, secrétaire général, quelle est la dernière fois que vous avez vu Eugène Diomindongala en prison, ou bien vous avez discuté avec lui, quel est son état de santé, qu'est-ce qu'il a dit, si vous savez nous dire ça. Et en tout cas, c'est un problème pour nous ici au niveau de la diaspora, et Diomi a œuvré et a soutenu l'UDPS, et là on ne voit pas vraiment le soutien de l'UDPS. Merci. Alors, merci. Je dois vous dire que l'UDPS est organisée de la cellule jusqu'à ses organes nationaux. Son administration est telle que des élections peuvent être annoncées pour 3 mois. L'UDPS sera toujours prêt à aller aux élections, pourvu que ces élections soient bien organisées. Peut-être le problème qui peut se poser, c'est un problème de financement. Donc quand vous me dites qu'on sera prêt après le congrès, c'est comme si vous demandez à un étudiant à quel moment il doit préparer ses examens. Je crois que c'est depuis le premier jour de cours qu'on prépare les examens, la session. Donc, l'UDPS, du point de vue de sa préparation, est prête à tout moment pour affronter les élections. Alors, donc, il ne s'agit pas d'un problème. Vous avez dit que l'UDPS n'a pas encore levé l'option. Mais je crois que je reviens sur le même exemple d'un étudiant. L'étudiant sait qu'à la fin de l'année, il y aura une session. Il n'attend que le calendrier qui doit être publié. Alors, pour notre ami Diomi, je crois que j'ai vu dans cette salle notre ami qui est le responsable de MPP. Oui. Je crois qu'il peut confirmer que j'ai vu M. Diomi Ndongala il y a deux mois en prison. J'étais en contact avec lui, je suis allé le voir. En tout cas, à ce moment-là, il se portait bien, on a bien échangé. Donc, quand vous dites qu'il n'a pas le soutien de l'UDPS, dans toutes nos déclarations, je crois que la libération de Diom a toujours été signalée. Merci encore une fois. Monsieur Mavungu, vous avez mis sur pied, l'UDPS en fait fait partie de ce qu'on appelle au Congo les forces politiques et sociales. Et c'est d'ailleurs dans le cadre de ces forces politiques et sociales que vous essayez de mobiliser la population par rapport au dialogue. L'UNC de M. Vital Kamerhe, c'est un grand parti au sein de ces forces politiques et sociales, mais il vient de se désolidariser de vous par rapport à la démarche vers le dialogue. Comment envisagez-vous vos relations dans le futur? Merci.
Effectivement, il y a eu ces regroupements politiques, un regroupement d'un certain nombre de partis politiques, l'UDPS, l'UNC et d'autres partis politiques, le MPP et d'autres partis politiques. Chacun a amené ce qu'il a pensé être une revendication capitale. Pour certains, je crois que le MPP ici est membre, c'est la libération des prisonniers politiques. Les Fayoul et consorts, c'est la CENI qu'il faut restructurer. Et nous, c'est le dialogue. Nous avons cheminé ensemble. Nous avons organisé un meeting en Chili, je crois que vous avez suivi. Nous avons organisé ensemble des marches et des sit-ins. Chemin faisant, M. Fayoul a quitté. Et ce que vous dites, il y a quelques jours, M. Kamer a pensé que pour lui, le dialogue n'était pas nécessaire, il faut seulement attendre les élections de 2016. Vous avez raison. Je vous ai dit que rien n'était signé. Ce n'est pas un regroupement structuré. Donc, on entre, c'est juste pour obtenir l'unité d'action. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va organiser une action, les partis politiques comme les associations se regroupent pour mener cette action. De telle sorte qu'on ne peut pas deviner à l'avance quel est ce parti qui vient ou ce parti qui part. Monsieur Kamer a pensé qu'il ne fallait plus penser au dialogue. Je dois vous dire qu'il n'est plus avec nous, du moins nous, IDPS. C'est clair. Une question. Donc, permettez. Mais par contre, je vous ai dit qu'il y a quelques semaines, avant qu'il ne fasse cette déclaration, parce que je dois vous dire, pendant les concertations du Palais du Peuple, évidemment, l'UDPS n'avait rien à voir avec ces concertations. Lui s'est regroupé avec un certain nombre de partis politiques en ce qu'ils ont appelé convention pour les vrais dialogues. Ça, c'est de Et quand il va faire cette déclaration, il m'a semblé que tout le monde n'était pas d'accord. Parce que si vous suivez bien les affaires au pays hier, il y a une déclaration sans l'UDPS. Et dans cette déclaration, ils disent quoi? Ils sont pour les dialogues tel qu'il est prescrit dans la résolution 2098. Si Kabila a convoqué un dialogue, ils n'iront pas. C'est le même groupe. Cette fois-ci sans l'UDPS. Parce que je vous ai dit, quand on gère les gens, il faut bien qu'on fasse les choses de manière sérieuse. Nous ne sommes plus là-dedans. Nous poursuivons notre voie parce que je vous dis, je voudrais bien que les gens ne puissent pas être d'accord pour ce schéma du dialogue, mais qu'on nous dise quel serait le meilleur schéma. Parce que vous verrez que tout le monde... Je vous dis ce qui s'est passé hier. Ils ont fait, eux,
y compris l'UNC, qu'ils souscrivent pour les dialogues. Et ils ne peuvent pas répondre à un dialogue, en tout cas un appel de Kabila. Bon, donc nous restons ce que nous avons tracé et nous sommes tranquilles avec ça. Monsieur Mavungu, le 30 juin de cette année, à l'occasion de la parade militaire, à l'occasion du 54e anniversaire de l'indépendance, on pourrait dire que Joseph Kabila a fait une démonstration de force avec des chars, des avions de combat, etc. Vous dites le dialogue, c'est pour le rétablissement du pouvoir d'Étienne Kabila. Oh, pardon. Je suis désolé. Étienne Tshisekedi. Est-ce que c'est pas de l'utopie? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, j'espère que quelqu'un n'a pas déjà posé cette question parce que je suis arrivé en retard. Allez-y. Supposons que nous sommes le 19 décembre 2016. Il n'y a pas d'élection. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Bon, je ne sais pas. Il y a le peuple burkinabé, du moins la classe politique burkinabèse, réclamait un dialogue à Blaise Compaoré. Et Blaise a accepté ce dialogue alors qu'il était trop tard. Et la classe politique n'a plus accepté le dialogue. Donc, quand vous dites que ce n'est pas une utopie, Kabila n'est pas le premier au pays. Il n'est pas le premier. Nous avons déjà vu pire que ça. C'est notre souhait, le souhait que les choses puissent atterrir en douceur. Parce que, je le dis encore, l'UDPS, c'est le parti qui regroupe des millions et des millions de Congolais. Donc, on peut même confondre l'UDPS avec la population congolaise. Donc, quand nous prenons des mesures, il faut que les choses soient bien mesurées. Je vous dis que moi, je ne suis pas venu ici pour dire, au cas où Kabila n'allait pas au dialogue, nous allons faire ceci. Mais je sais que le peuple congolais prendra ses responsabilités. Dans quel sens, vous le saurez, parce que vous-même, vous faites partie de ce peuple congolais. Je crois qu'on a fini. C'est une conférence de presse. Ceux qui ont soif fait boire quelque chose, il y a de l'eau. Il faut vous habituer aussi à boire de l'eau. C'est très bien pour la santé. C'est bien de boire de l'eau, c'est bien pour la santé. Il y a de l'eau, vous pouvez vous servir. Merci beaucoup d'être venu. Je crois que nous annoncerons encore d'autres échéances. Monsieur Bruno Mavungu, bonjour. Bonjour. Vous êtes au micro de DTV, hein. Vous venez d'arriver de Kinshasa et nous avons constaté que dans plusieurs de vos communications avec la population congolaise, vous sensibilisez celle-ci au dialogue. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que vous attendez de ce dialogue? Oui, qu'est-ce que nous attendons de ce dialogue? Il y a, après le hold-up électoral de novembre 2011, il s'est établi dans le pays une crise de légitimité. Donc, nous devons résoudre cette crise de légitimité, établir Étienne Tshisekedi dans ses fonctions de président de la République. Il y a la CENI pour les élections à venir. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on discute de ça. Et ça, c'est aussi une question très importante qu'il faut verser à ces dialogues. La suite, vous voyez, c'est tout ce que M. Kabila a dit, c'est lundi.
tout le monde, personne ne comprend exactement c'est quel calendrier. Donc il faut que ce calendrier soit pris de manière consensuelle. Donc il faut que nous nous mettions d'accord là-dessus. Ok, mais vous avez dit que l'ambition que vous avez à travers le dialogue, c'est de pouvoir rétablir M. Etienne Tshisekedi, en tout cas, dans ce qu'il a raté au moins au niveau du hold-up électoral. Mais ne voyez-vous pas que c'est quand même misé trop haut? Dans le cas où, par exemple, ce dialogue n'aboutit pas, vu que cette exigence peut rencontrer une résistance, une opposition dans le camp de Joseph Kabila, qu'est-ce qu'on fait en ce moment-là? Oui, mais jusqu'à ce jour, ça rencontre une résistance, mais ce n'est pas pour autant que nous allons reculer. C'est ce que nous lui demandons de faire. Je veux dire pendant le dialogue, c'est-à-dire qu'à l'issue du dialogue, voilà. Qu'il permette à la communauté internationale de convoquer le dialogue. C'est salutaire et pour lui et pour tout le monde. J'ai dit que c'est salutaire et pour lui et pour nous tous. Sinon, déjà on voit, il donne un chronogramme qui ne pouvait pas. Je crois qu'il y a M. Kobler qui vient de le dire. Alors, donner un calendrier global. Et parce que quand vous prenez toutes les matières, recensement, élections locales, élections législatives et présidentielles, dans les 2 ans ici, vous verrez que ça devient déjà compliqué. Et c'est pourquoi nous disons, nous nous mettons ensemble, peut-être quand nous mettons ensemble, nous allons dire, laissons tomber certaines échéances et revenons aux élections législatives et présidentielles. Ça, c'est un consensus qu'on doit avoir, tout ça. Donc, voilà. À quoi la population devrait-elle s'attendre dans le cas où, par exemple, à l'issue de ce dialogue, il n'y a rien qui en sort? C'est-à-dire que vous n'atteignez pas vos objectifs par rapport au dialogue. Qu'est-ce que la population fait en ce moment-là? Non, mais nous ne voulons pas que la crise puisse atteindre les summums. Donc, nous allons faire un effort pour nous comprendre et apaiser la population. Parce que l'objectif ici, c'est d'aller aux nouvelles élections de manière apaisée. C'est ça l'objectif que nous voulons atteindre. L'objectif que nous voulons atteindre, c'est connaître un départ. Parce que jusqu'à présent, finalement, on navigue. Donc, dans un pays qui est déjà très fragile, alors tout peut arriver, alors toujours de mauvaises choses. Nous voulons qu'on puisse démarrer. Ok, il y a une toute dernière question, hein, c'est en rapport avec la base de l'UDPS. En lisant et en suivant différents médias, on constate qu'il y a une réelle crise au niveau de la base. Il y a une sorte de division. On dit qu'un royaume qui est divisé, évidemment, ne persiste pas. Mais quelles sont les stratégies que vous pensez mettre en œuvre pour essayer de ramener déjà l'unité au niveau de la base? Et qu'est-ce que vous allez faire pour essayer de la consolider? Écoutez, je crois que vous avez déjà été au pays. Si vous n'avez pas été au pays, vous avez vu des foules et des foules de l'UDPS. Quand quelqu'un se met dans un coin, 10 personnes, et dire c'est la base de l'UDPS. Je crois qu'il faut savoir mesurer ça. Je vous dis que nous n'avons aucun problème avec notre base. De toutes les cellules de toutes les provinces, de toutes les sections, de toutes les fédérations. Vous n'allez pas rattraper quelqu'un qui lui dit, maintenant il est prêt à jeter des pierres. C'est difficile de les ramener dans le cadre. Parce que sinon, il faut dire qu'est-ce qu'on reprocherait à l'UDPS. Mais vous ne dites rien. Vous dites, je ne veux pas du secrétaire général. Mais pourquoi vous ne voulez pas de lui? Voilà. Plusieurs langues s'élèvent pour dire en fait qu'il y a une sorte d'ambiguïté dans le rapport qui est entre l'UDPS lui-même en tant que parti politique et la famille du président Etienne Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il en est au juste?
Non, je crois que si vous vérifiez bien, ceux qui connaissent bien l'UDPS, l'UDPS a son histoire par rapport à d'autres partis politiques. L'histoire de l'UDPS, je crois que vous avez les 13 parlementaires avec leurs épouses. Donc, quand on vous parle de la famille du président, il s'agit de lui-même qui est membre du parti. Son épouse est membre du parti. Félix est membre du parti. Les autres enfants, moi je les ai vus ici à Bruxelles. Donc, les gens qui sont plus connus là-bas, c'est Félix. À moins qu'on vous dise que Félix n'est pas membre du parti. Félix n'a pas le même droit et même obligations que tous les membres. Non, il a les mêmes droits. Il a les mêmes obligations. Donc, je crois que ce sont à un certain moment, vous sentez que les gens veulent mener une guerre, mais ne trouvent pas de motivation. Et ils disent en ce moment-là n'importe quoi. Ok, merci M. Mavungu. Est-ce que vous avez un mot à dire à la diaspora congolaise du monde qui vous suit en tout cas sur RDTV? Non, la diaspora congolaise fait la fierté du pays. Voilà, au moment où le peuple congolais était réduit au silence, la diaspora est restée debout. Et ça fait la fierté de notre pays. Je crois qu'ils doivent continuer, ils doivent suivre tout ce qui se passe au pays. Nous faisons tout notre mieux pour que nous trouvons des solutions, alors de bonnes solutions. Mais avec votre aide, continuez à souffrir parce que nous savons que vous souffrez, pour aider les parents. Mais aider en général tous les pays. Il faut que nous arrivions à renverser le dernier dictateur, avec espoir qu'en ce moment-là, il fera beau au pays. Monsieur Mavungu, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Oui, nous avons eu Monsieur Mavungu, qui est le secrétaire général du parti UDPS, qui nous vient tout droit de Kinshasa, et nous vous laissons à ce niveau. On relance très bientôt. Merci. ED Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. ED Télévision, le rendez-vous des internautes. Bonjour Monsieur Mitch. Bonjour Monsieur Damien. Monsieur Mitch, vous êtes président de Congo Lobbying. Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi exactement Congo Lobbying? Non, normalement je ne suis pas le président. Dans Congo Lobbying, il n'y a que des lobbyistes. Donc c'est que je suis l'un des organisateurs. Chez nous, il n'y a pas une certaine hiérarchie, il n'y en a pas. Donc nous sommes tous des lobbyistes, nous faisons tout un tas de choses. Donc à l'occurrence, nous faisons avancer le Congo. C'est-à-dire que nous nous battons sur... nous avons accepté l'idéal de M. Etienne Tshisekedi, qui est l'instauration d'un état de droit. Et nous nous sommes dit, pourquoi pas avoir un cadre de réflexion pour pouvoir réfléchir, en même temps faire le lobbying du Congo sur le plan international. C'est ce qu'on est en train de faire. Okay, mais parlant de M. Etienne Tshisekedi, vous avez organisé aujourd'hui une conférence de presse à laquelle ont pris part M. Bruno Mavungu, le secrétaire général de l'UDPS, et M. Félix Tshisekedi. Mais qu'est-ce qui vous a marqué, vous, particulièrement aujourd'hui? Oui, moi d'abord la présence de M. Mavungu. Tout le monde le sait très bien que depuis qu'il a été nommé comme secrétaire général après la démission de Chabani, donc lui il est devenu le nouveau maître. Moi j'ai constaté l'ensemble de tous les gens de Congo Lobbying, parce que n'oubliez pas que parmi nous, nous sommes aussi membres de l'UDPS. Donc nous avons constaté qu'au sein du parti, on ne lui a pas donné cette chance-là de pouvoir travailler. Donc tout de suite il est entré dans le bain où il y avait des gens avec tout un tas de complots dont on aura peut-être le temps de parler si nous avons plus de temps. Et il fallait maintenant, pour une première fois qu'il venait ici en Europe, je me suis dit, et sur l'invitation du président élu Etienne Tshisekedi, je me suis dit, il est préférable qu'on puisse
qui puisse affronter la presse internationale et qui puisse parler un peu du parti, de l'actualité, de ce qui se passe au Congo. Donc voilà, c'était juste ça. Monsieur Mavungu et Monsieur Félix Tshisekedi, ils parlent beaucoup du dialogue, même lorsque vous suivez leur sensibilisation au niveau de Kinshasa, du Congo en général, ils sensibilisent et mobilisent autour du dialogue. Et l'objectif de ce dialogue, selon eux en tout cas, c'est pour que cela aboutisse au rétablissement de Monsieur Etienne Tshisekedi comme président de la République. Mais c'est une condition qui est quand même assez ambitieuse à notre égard. Qu'est-ce qui va se passer dans le cas où il rencontre une résistance de Joseph Kabila par rapport à cette exigence-là? Non, mais je vous dis déjà d'emblée, il y a cette résistance-là. Kabila n'acceptera pas ce dialogue-là. Mais l'UDPS est un parti politique. Dans ce parti-là, ils se battent avec les armes qu'ils ont. C'est-à-dire que c'est un parti non violent. Dans un parti non violent, c'est-à-dire qu'il se bat avec des conférences, il se bat avec des dialogues, il se bat avec la population. Voilà, vous comprenez, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas le temps de prendre les armes pour se battre avec. Donc, et les dialogues, ils ne sont pas demandeurs. Vous devez vous souvenir cela. Les gens ont tout tendance à croire qu'ils sont demandeurs. Ils ne sont pas demandeurs. Ils ont trouvé le problème du dialogue sur la table. C'est-à-dire qu'il y a une résolution du Conseil des Nations Unies qui a été mise sur place. Donc eux, ils sont entrés juste dans ce chemin-là. Vous vous souviendrez que le président Etienne Tshisekedi, après les élections, il a utilisé plusieurs mots, entre autres l'impérium. Comme vous connaissez que l'impérium, c'est l'effectivité du pouvoir. Je ne suis pas là pour déballer tout un tas de choses, mais le travail a été fait. Mais le travail ne suffit pas. C'est-à-dire que pour le fait de ramener la police et l'armée, par exemple, d'obéir, il a lancé l'appel. Et les gens se souviendront, même Ngbanda a dû lancer même cet appel-là aussi. Parce que tout le monde savait aujourd'hui qu'il faut que l'armée soit derrière le président Tshisekedi. Nous avons vu cette option-là. Nous avons conclu qu'il n'y a pas d'armée au Congo qui pourra être derrière ce président élu. Le peuple n'a pas l'armée. L'armée qui est là, c'est une armée de Kabila, tout fait. Donc, il faut changer autre possibilité. Donc, il y a un problème de légitimité. C'est parfait. En tout cas, je sens qu'il y a beaucoup de choses. Mais en tout cas, on va vous inviter initialement pour aller en profondeur. C'est parfait. Merci, M. Mechini. C'était M. Mechini de Congo Lobbying. Merci.